Franc-parler, Honoré Naom. Bonjour à chacun et à tous, vous écoutez la 94.3 Radio Cotonou et vous faites bien de suivre les programmes de la Voix des Cotonois. On ne cessera jamais de le dire, le premier ennemi de l'environnement est l'homme. Nos faits et gestes ont depuis toujours porté préjudice à la nature. Pas plus que tard qu'hier, samedi 23 septembre, c'est tout un entrepôt de stockage de carburant, de la contrebande, qui a été consumé par les flammes. Des dizaines de pertes en vies humaines, d'autres admis en soins intensifs, plongeant la nation béninoise dans le deuil. Sans oublier une libération de gaz carbonique dans la nature du fait de la fumée issue des flammes. Passé l'émotion, souvent on assiste dans notre pays à aucune évaluation réelle de l'impact de ces agressions sur notre environnement commun. Et pourtant, les médias n'ont jamais cessé d'évoquer la dégradation de notre écosystème, des ressources naturelles et de l'environnement. Ce dimanche, sur votre dominicale Franc-parler, nous reprenons l'exercice. C'est en donnant la parole à Alain Tosunon, journaliste spécialiste eau et environnement, et aussi président du réseau des acteurs des médias pour l'eau, l'environnement et le climat, RAMEC. Il nous dira, sans détour, la contribution des acteurs des médias sur la préservation de l'environnement. Chers confrères, Alain Tosunon, bonjour. Bonjour, chers confrères. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Merci. Merci et merci surtout pour la disponibilité. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chipé et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert à 11h15 pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions au numéro 40 11 17 18 pour les femmes ou 50 52 52 73 pour les hommes. Alors je reviens à vous, Monsieur Tosunon. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour. Alors, le Bénin est en deuil, des dizaines de morts suite à l'incendie d'un entrepôt de carburant de la contrebande. Je vous sais très sensible aux nouvelles du genre et je vais donc recueillir d'abord pour démarrer cette émission votre réaction, mais en 3 phases. Vous allez d'abord nous dire ce que vous pensez en tant que citoyen. Avant tout, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité ici, de remercier Radio Cotonou, la voix des Cotonoises et des Cotonois. Oui. Ça fait longtemps qu'on espérait que la ville de Cotonou ait sa radio. Aujourd'hui, une radio municipale. Une radio municipale. Aujourd'hui, la ville de Cotonou donc emboîte les pas aux villes sœurs de Ouagadougou, de Dakar, qui ont des radios municipales. C'était indispensable. Des pays que vous connaissez bien. Très bien. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que la radio Cotonou va contribuer effectivement au développement local donc, de la ville de Cotonou. Alors, par rapport donc au drame que nous avons vécu hier, en tant que Cotonois, en tant que citoyen, je voudrais, permettez-moi donc de présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées, à la ville sœur de Sémépodi, puisque ça se passe à côté de Cotonou. Oui. Je crois qu'on ne peut rester indifférent à un drame pareil. Et surtout, j'ai un sentiment de révolte parce que ce n'est pas la première fois que cela nous arrive. Tout à fait. Nous avons, la presse, les médias sont toujours revenus sur de pareils drames. Et c'est vraiment incompréhensible que à chaque fois qu'on assiste comme ça impuissant à ce genre de drame. Nous savons très bien la cause donc de cela. Et je pense qu'il faut absolument non pas continuer donc à compter nos morts, mais il faut absolument pouvoir trouver la solution pour arrêter cette saignée-là. C'est en fait ce que nous voyons, ce qui est visible. Mais derrière ce genre de drame, vous l'avez évoqué et je vous remercie, c'est que déjà c'est la nature qui est agressée, c'est l'environnement qui est agressé, parce que cela va avec la pollution donc de l'air. Et nous savons très bien comment le commerce illicite donc de l'essence frulatée donc contribue à polluer nos eaux, parce que
c'est transporté au niveau de nos cours et plans d'eau. Et nous savons très bien que, effectivement... Et là, c'est le spécialiste de l'environnement qui parle. Oui, il y a des rejets. Il y a des rejets sur les cours d'eau et les plans d'eau. Et vous savez très bien, lorsque l'essence se retrouve donc, dans les cours et plans d'eau, ce que ça peut avoir comme nuisance au niveau des êtres vivants qui vivent au niveau donc, de ces cours et plans d'eau. Mais en dehors de ça, il y a toutes les conséquences sur la santé aussi des populations. Vous avez souvent des familles, des enfants que vous retrouvez autour donc, de ces points de vente de l'essence frelatée. Je crois que c'est... On compte d'ailleurs parmi les morts des enfants. Oui, il y a eu deux bébés selon le point que le ministre de l'Intérieur a fait. Et donc, je crois qu'il faut, à un moment où nous traversons, où notre pays s'est engagé également par rapport donc, à la Convention sur les changements climatiques, c'est clair que quand vous avez de ces drames-là, avec l'incendie, la fumée, vous l'avez dit, c'est des émissions de gaz à effet de serre et qu'on pourrait éviter. Parce que effectivement vous savez que notre pays est engagé comme tous les autres pays dans le monde pour pouvoir contribuer donc à la lutte contre le changement climatique. Alors, dans votre position de journaliste, vous dites quoi au gouvernement par exemple? C'est interpeller le gouvernement sur la nécessité vraiment de pouvoir trouver une solution durable. Beaucoup de gouvernements successifs ont eu la volonté de lutter contre. Mais les solutions qui ont été trouvées n'ont pas été durables. Il faut quand même retenir qu'il y a des pas qui ont été faits parce que l'une des causes, c'est parce qu'on n'avait pas des stations-service en nombre suffisant pour pouvoir donc répondre au marché, à la demande. Mais on se rend compte qu'il y a des efforts qui ont été faits ces dernières années. Il faut féliciter le gouvernement pour ça. Mais au-delà, c'est que en tant que journaliste, on se rend compte que on a quitté les grandes artères pour les rues. On continue, le phénomène continue. Même si aujourd'hui les prix pratiqués font qu'il y a beaucoup qui choisissent d'aller au niveau des stations-service, mais le phénomène continue. Donc je crois qu'il faut... Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de station. Oui, il y a des endroits encore où il n'y a pas de station, ça c'est clair. Mais également aussi, c'est que c'est un commerce qui nourrit beaucoup de gens. Alors il faut une solution... Il y a des gens qui ont carrément construit leur vie avec sur... ça. Le carburant de la contrebande. Absolument. Qui ont éduqué des enfants, qui ont payé la scolarité des enfants avec ce commerce-là. Et c'est une bombe sociale. Et pour ça, on a vu comment des gouvernements successifs n'ont pas réussi à enrayer donc, ce phénomène-là. Mais je pense que après ce drame-là, vous avez bien dit, après l'émotion, il va falloir... il faut inviter le gouvernement donc, à se pencher véritablement sur cette question. Parce que il faut amener les gens à se reconvertir. Déjà, ce sont des gens qu'on connaît très bien, qu'on peut recenser, et voir avec eux comment on peut progressivement les reconvertir à d'autres activités pour qu'ils ne se retrouvent pas du jour au lendemain, parce que l'interdiction n'a jamais réussi à arrêter donc, ce phénomène-là. Donc, il faut penser effectivement de façon durable à reconvertir ces acteurs-là qui, avec le commerce, ont depuis longtemps nourri leur famille et donc éduquer les enfants et tout ça. Moi, je pense que cela est possible. Ça va peut-être prendre le temps, mais il faut une action durable pour arrêter donc la saignée. Parce que nous savons très bien que quand vous allez, surtout dans l'Ouémé, où le commerce est très développé, vous avez... À cause donc, de la proximité avec le Nigeria. Avec le Nigeria, vous avez des entrepôts dans les maisons. Et les maisons sont très souvent en matériaux précaires. Et dès qu'il y a le feu, vous savez, c'est beaucoup de maisons autour qui sont donc consumées. Et donc, je crois qu'il faut absolument encourager le gouvernement à véritablement se pencher durablement sur cette question-là, à reconvertir ces acteurs-là, afin qu'ils ne se retrouvent pas du jour au lendemain. Parce que si on interdit, pour interdire, c'est que véritablement, on va créer des chômeurs, on va créer... ça va être un drame social. Donc, je pense qu'on ne va pas continuer à rester impuissant face à de tels drames. Il faut absolument passer à une action, donc à une solution durable. D'accord. Alors, maintenant, en tant que spécialiste de l'environnement, alors vous vous adressez à qui? Aux citoyens, à ceux qui s'adonnent à cette activité ou bien encore au gouvernement? À tout le monde. Parce qu'en tant que citoyen,
on doit prendre conscience. Et c'est là où je crois que c'est notre rôle en tant qu'acteur des médias, c'est de pouvoir amener chaque citoyen à contribuer à la préservation de l'environnement. Ce n'est pas seulement l'affaire donc, des décideurs, de ceux qui nous gouvernent, mais en tant que citoyen, on doit se demander, mais lorsque je fais ce commerce-là et que véritablement, dès lors qu'il y a un incendie, donc il y a des flammes, donc cela contribue à augmenter donc, les émissions, je dois me sentir responsable. Parce que la nature n'appartient pas aux décideurs seulement. Donc je crois que nous devons, en tant que citoyens, comprendre que nous avons une responsabilité face à la nature. Et je crois que le travail que nous faisons en tant que journalistes dans le secteur donc, de l'environnement, c'est d'amener le citoyen à changer sa relation avec la nature. Parce que nous dépendons de la nature. Nous faisons partie de la nature et nous dépendons de la nature. Donc ça veut dire que si nous agressons la nature, si nous dégradons la nature, c'est que nous rendons impossible notre vie sur Terre. Donc, à partir de cet instant, nous devons nous sentir interpellés lorsque il y a la pollution donc, de l'air. Vous savez très bien aujourd'hui que lorsque l'atmosphère est polluée, cela a des conséquences sur la santé des populations, mais également sur la dégradation de la biodiversité. Donc, nous avons une responsabilité individuelle, mais c'est clair aussi que les décideurs doivent contribuer effectivement à préserver notre environnement pour que nous puissions continuer à vivre en harmonie avec cette nature qui nous donne tout et en retour, nous devons la protéger. D'accord. Merci beaucoup à vous pour avoir planté le décor sur cette émission. Je reviens directement à vous personnellement d'abord. D'où vient cet amour pour l'environnement ? D'où vient cet amour? Oui. Je crois que déjà, la porte d'entrée, ça a été l'eau. Ça a été l'eau. Parce que j'ai été amené, quand j'étais au journal le municipal, notre vocation c'était de travailler sur les questions de décentralisation d'actualité des communes. Et nous avons eu un partenariat avec un certain nombre d'ONG qui intervenaient dans le secteur en matière d'accès à l'eau potable. Et j'ai vu combien de fois les populations souffraient donc, du manque d'eau. Et je crois que je me suis senti interpellé. Parce que lorsque vous voyez des populations qui, ou dans nos zones, en zone rurale, qui toute leur vie n'ont jamais bu de l'eau potable. J'ai été interpellé par cela. Mais également, les questions d'assainissement, pendant longtemps, donc j'ai pu produire des articles au niveau de la commune de Soava. Vous voyez des gens qui vivent sur l'eau, mais qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et cela a des conséquences sur la santé. C'est des vies humaines qui sont souvent sacrifiées parce que tout simplement, il n'y a pas d'assainissement. Donc je me suis senti interpellé et je me suis dit, bon voilà, je vais porter cette cause-là avec la seule arme dont je dispose, à savoir donc la plume. Et donc, à partir de cet instant, j'ai commencé à découvrir que on ne peut pas parler de l'eau sans l'environnement. L'eau, c'est déjà l'environnement. Et lorsque il y a un lien intrinsèque entre l'eau et la forêt. Et il n'y a pas d'eau sans la forêt. Et il n'y a pas de forêt sans l'eau. Voilà. Donc, si on veut préserver la ressource qui est l'eau, c'est que nous devons préserver l'environnement. Puisque l'eau est tirée donc de la nature. Donc c'est ça qui a été... je me suis accroché à cela parce que je considère que l'eau c'est la vie. Et à partir du moment où, si on continue à dégrader donc l'environnement, c'est que nous allons manquer d'eau. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de pays aujourd'hui. Vous voyez, déjà il faut comprendre que l'eau, c'est pas une ressource illimitée, c'est une ressource limitée. Mais c'est difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Ah oui, difficile quand on dit ça. Les gens pensent que c'est parce qu'on pense que l'eau c'est un don de la nature et qu'on pense que bon, on en aura toujours. Mais il faut se dire que l'eau est une ressource très limitée et nous avons intérêt à préserver l'environnement pour continuer toujours à... celui qui connaît le cycle de l'eau sait très bien que si nous détruisons notre environnement, c'est clair qu'on n'aura plus de l'eau. Et donc, nous avons intérêt, déjà que le changement climatique a un impact sur la pluviométrie. Donc, on se rend bien compte que c'est vrai qu'on pense, c'est illusoire de penser qu'aujourd'hui, il y a des inondations, donc il y a un trop-plein d'eau. Mais, attention, c'est qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, il y a une réduction de l'ordre
record de 20 à 30, voire 40% donc de la pluviométrie. Donc les eaux de surface, on aura des difficultés. Également, au niveau des eaux souterraines, c'est que si les nappes ne se rechargent pas, c'est que puisqu'on va chercher de l'eau sous terre, donc il y a, avec le phénomène de la sécheresse, donc c'est clair qu'on est exposé donc à la rareté de l'eau. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, si on suit bien l'actualité, c'est que l'eau va être le pétrole demain en matière donc d'enjeux. Parce que si vous n'avez pas... Les populations vont se battre pour l'eau. Oui, et déjà les gens se battent pour l'eau. Si vous voyez la guerre entre la Palestine et Israël, bon, c'est bien clair que c'est autour des ressources en eau. Et vous suivez aussi ce qui se passe au niveau du Nil, entre l'Éthiopie et je crois un autre pays, au niveau de la construction de barrages. Donc l'eau sera au cœur donc, des conflits bientôt. Et déjà ça a commencé. Donc nous devons, et nous-mêmes, pour notre survie, c'est que nous devons continuer donc, à préserver cette ressource-là qui est vitale. Donc aujourd'hui, quand on a compris ça, l'eau est très importante en tant que ressource pour la vie humaine, mais également pour le développement. On peut faire de l'eau, on peut faire de l'énergie à partir de l'eau. L'agriculture qui consomme à 110% donc les ressources en eau, on en a besoin. Donc vous avez l'eau également pour la pêche. Donc si aujourd'hui les cours d'eau et les plans d'eau tarissent, les gens ne pourront plus pratiquer la pêche. Donc c'est tout ça qui vous motive. C'est tout ça qui me motive, et je pense que nous devons travailler à ce que chaque citoyen soit responsable et que les décideurs prennent les décisions qu'il faut pour continuer à préserver donc cette ressource-là qui est importante, mais également tout ce qui contribue donc à préserver donc cette ressource-là, à savoir donc l'environnement. D'accord. Alors, vous présidez aujourd'hui le réseau des acteurs des médias pour l'eau, l'environnement et le climat, RAMEC. Parlez-nous un peu de ce réseau. Merci de nous donner l'occasion de parler du RAMEC. Je crois qu'il y a 2 ans, il y avait beaucoup de réseaux. Oui. Donc, nous, on avait ce réseau des journalistes du Bénin. Beaucoup d'associations oui. qui sont souvent autour créées. De la question, qui sont souvent créées. Nous avons eu le réseau des journalistes du Bénin pour l'eau et l'assainissement. Et il y avait d'autres confrères qui étaient aussi en association, qui parlaient des questions de biodiversité, d'autres des questions de climat. Et on s'est rendu compte que pour donner plus d'impact à nos actions, il fallait à un moment donné se retrouver pour pouvoir donc davantage faire entendre donc notre petite voix, pour pouvoir contribuer à sensibiliser donc les populations, mais surtout à éduquer. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a évoqué la question donc un drame comme celui qui s'est passé hier à Sémécraqué. Les gens ne vont pas tout de suite faire le lien. Et quand on parle de développement durable, c'est un concept des Nations Unies. Mais comment on fait pour faire comprendre aux populations que la question du développement durable n'est pas une question des Nations Unies, mais c'est une question qui nous interpelle tous. Parce que, on le vit chaque jour. Lorsque vous allez acheter de la tomate ou de l'oignon quelque part, c'est qu'il a fallu de l'eau, il a fallu avoir un sol. Donc, si le sol n'est pas bien portant, s'il n'y a pas de l'eau, c'est que la vie n'est pas possible. Donc, comment faire pour que nous puissions non seulement contribuer à informer sur les enjeux, quand on prend le Bénin, les enjeux en matière de dégradation du sol, en matière donc de changement climatique et tout, nous avons cette responsabilité-là d'informer. Parce que le travail que nous faisons, en fait, c'est de montrer aux gens en réalité que les journalistes ne sont pas de simples diffuseurs de l'information. Et qu'en matière donc environnementale, nous avons une responsabilité à véritablement faire savoir donc les différents défis que nous avons, alerter sur les défis, mais également contribuer à l'éducation à l'environnement donc des populations. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons des forêts qui sont en train progressivement de disparaître, nous avons des terres qui sont dégradées, nous avons des zones humides qui sont agressées à cause de l'urbanisation donc incontrôlée et sauvage. Vous avez donc, quand vous prenez au niveau de la biodiversité également, notre biodiversité qui est en train, quand vous prenez la question des mangroves. Donc vous voyez comment ce réservoir donc, de biodiversité, on a perdu, en une décennie, on a perdu près de 40 à 50%. Et vous avez des gens qui dépendent de ces mangroves-là. Donc on est face à des défis environnementaux et il est important pour le journaliste donc, de ne pas seulement informer, mais de contribuer à éduquer. Et ce creuset nous permet déjà d'entretenir la motivation. Parce que quand vous vous retrouvez seul par rapport à une cause,
C'est clair qu'à un moment donné, vous allez être essoufflé. Tout à fait. Mais quand vous savez que vous êtes nombreux, que vous formez quand même un groupe, vous pouvez continuer à entretenir la motivation. Mais également davantage nous former, nous informer pour que nous puissions être véritablement au parfum des différentes évolutions. Mais également aussi interpeller les décideurs sur les engagements qui sont pris. Aujourd'hui, si vous prenez donc la conférence des partis sur les changements climatiques, nos pays prennent des engagements par rapport à l'accord de Paris. Mais comment suivre ces décideurs par rapport aux engagements qui ont été pris? Donc, parce que pendant longtemps, on a constaté que les engagements sont pris au niveau international, mais au niveau national, les populations ne sont même pas au courant des engagements qui sont pris. Et les gouvernants également ne se sentent pas donc, obligés donc, de faire le bilan. Et donc nous contribuons au suivi donc, des engagements parce que nous avons beaucoup de membres qui participent à ces conférences, à ces grandes conférences qui sont importantes et qui interpellent donc les autorités sur la nécessité vraiment donc de mettre en œuvre ces différents engagements. Mais également quand on revient sur la responsabilité des citoyens, c'est de veiller à faire en sorte que le citoyen également non seulement il se sente concerné par la préservation de l'environnement, mais que lui-même il puisse s'approprier et adopter les bonnes pratiques. Vous prenez la question donc au niveau de l'agriculture. Mais on ne peut pas continuer à faire l'agriculture sur brûlis, à faire les feux de brousse. Ces techniques culturelles contribuent à dégrader donc les sols. C'est toujours d'actualité. Mais bien sûr, ça continue. Et donc, je crois que ça, c'est la question au niveau des sols. Mais au niveau donc du couvert végétal, donc lorsque on fait la monoculture et qu'on est obligé de tout abattre, et donc de ne rien garder sur son champ, ça cause problème. Vous prenez la question de la pêche. Vous savez très bien qu'il y a des techniques de pêche aujourd'hui qui ont des conséquences sur donc, la biodiversité aquatique. Est-ce que vous voyez la question de la pollution? Vous avez des déchets solides ménagers que les gens déversent sur les cours et plans d'eau, mais ce sont des nuisances pour l'environnement, donc pour cet environnement-là. Donc je crois qu'il y a des défis environnementaux et nous devons travailler également à faire savoir et à éduquer les populations sur la nécessité de préserver cet environnement-là afin que nous puissions continuer à vivre en harmonie avec cet environnement. Donc je crois que voilà un peu le travail que nous faisons au niveau du réseau. Et avec l'appui donc des partenaires, nous essayons d'organiser des sessions de formation déjà pour que nous puissions nous mettre au pas par rapport à l'information qui évolue, par rapport aux connaissances. Mais également aussi, nous approprions des expériences. Il y a beaucoup d'expériences aujourd'hui d'ONG qui marchent. Et donc, nous contribuons à faire savoir donc, ces différentes expériences-là pour que les dirigeants puissent se les approprier pour passer donc, à l'échelle. Quand vous voyez tout ce que l'ONG Nature Tropicale fait pour les tortues marines aujourd'hui, qui constitue quand même, c'est une richesse par rapport aux baleines aujourd'hui que nous avons, qui sur le plan touristique, cela peut rapporter beaucoup d'argent. Si vous voyez tout ce que Eco-Bénin fait par rapport donc aux mangroves au niveau du sud Bénin ici, dans la zone de Grand Popo et autres, où on utilise donc la tradition pour pouvoir sacraliser les mangroves et donc les protéger davantage. Donc nous contribuons à faire la promotion aussi des expériences innovantes, des expériences donc, qui font école, afin que nous puissions encourager le gouvernement à passer donc à les amplifier davantage. Donc voilà un peu le travail que nous faisons. Et évidemment que quand vous faites ce travail-là et que vous n'êtes pas motivé, c'est clair que vous allez peut-être baisser les bras à un moment donné, mais je pense qu'aujourd'hui que nous nous félicitons que depuis plus de 15 ans qu'on est donc dans cette lutte-là, nous remarquons qu'en matière de couverture sur cette question-là, il y a eu beaucoup donc d'évolution. Vous regardez dans les pages des journaux, c'était rare de trouver les pages, une rubrique environnement. Mais dans les programmes des radios et de télévision, il n'y avait pas donc des moments consacrés à parler de ces questions-là. Mais aujourd'hui, vous constatez qu'il n'y a pas cet organe de presse où on ne parle pas de l'environnement. Et même donc en matière donc, de qualité, il y a une évolution. Vous avez aujourd'hui donc des journalistes qui véritablement ont étudié l'environnement et qui aujourd'hui
ont décidé donc de pouvoir faire du journalisme environnemental. Donc, je crois qu'en matière, aussi bien sur le plan de la quantité que sur le plan de la qualité, il y a véritablement une évolution. Donc, selon vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui sont vraiment engagés pour l'environnement. Absolument. Et je crois que moi, je me félicite. C'est suffisant pour faire le travail? Non, c'est pas encore suffisant, mais je crois qu'au niveau du Bénin, parce que c'est pas cette question-là, c'est pas une question qui pendant longtemps mobilise beaucoup de journalistes. Mais c'est plus facile d'aller faire de la politique et de gagner facilement plus d'argent que de parler de l'eau ou de parler de l'assainissement, d'aller parler de la défécation à l'air libre et autres. Mais on a constaté qu'aujourd'hui, il y en a qui en ont fait leur cause. Parce que vous constatez que il y a 20 ans, bon, les gens, vous trouvez beaucoup plus de journalistes politiques, de journalistes sportifs, parce que vous voyez, aller couvrir une CAN ou une Coupe du Monde, permet de voyager. Ça permet de voyager et de gagner beaucoup d'argent. Donc, mais maintenant, vous constatez que en matière aussi environnementale, il y a un certain nombre de conférences au niveau international et autres, et ces journalistes-là qui sont membres du RAMEC arrivent à participer à ces grands événements, et surtout à amener le public à s'intéresser un peu à cette cause-là. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire le développement et ignorer tout ce qu'il y a comme enjeu environnemental. Alors, nous sommes aujourd'hui exposés à un certain nombre donc, de défis et d'enjeux, et c'est important que les journalistes contribuent. D'accord. Alors, vous le dites si bien, il y a beaucoup de journalistes qui sont intéressés véritablement pour défendre la nature, défendre l'environnement et autres, mais comment ces journalistes sont motivés? Parce que vous l'aviez dit, ils auraient peut-être pu choisir d'autres secteurs pour avoir beaucoup plus de ressources, mais comment les journalistes spécialistes de l'environnement vivent? Comment ils vivent? Comment vous faites? Bon, d'abord, ils vivent comme les autres. Non, je crois que fondamentalement, il faut dire que c'est pas aisé. C'est pas aisé parce que c'est pas quelque chose qui peut vous rapporter tout de suite de l'argent. Parce que vous travaillez avec beaucoup plus des ONG, des organisations de la société civile et autres. C'est pas là où on dépense beaucoup. Bien sûr. Oui. Non, je crois que déjà il faut savoir que tout de suite là, on ne devient pas riche en devenant journaliste environnemental, mais au fil du temps, on peut arriver à vivre donc de son métier, arriver à vivre dans la durée. Déjà, parce que déjà la spécialisation, c'est clair que aujourd'hui, il faut être courageux pour le faire. Parce que quand vous touchez à tout, vous augmentez la possibilité de gagner un peu partout. Et donc, mais quand vous choisissez de parler que de l'environnement, donc je crois que ça aussi, c'est au fil du temps que effectivement vous pouvez donc avoir ce retour sur l'investissement comme on le dit. Mais je pense que même le gouvernement aujourd'hui, les ministères que nous avons et autres comprennent la nécessité de travailler avec les journalistes qui se consacrent à ces questions-là, parce qu'ils ont besoin également de communiquer eux aussi sur déjà ils ont besoin qu'on fasse savoir donc leurs actions sur le terrain, l'action publique qui est déployée sur le terrain, mais également ils ont besoin aussi d'éduquer les populations, parce que vous prenez des décisions qui ne sont pas donc respectées sur le terrain. Si vous prenez la question de la pêche, l'interdiction, il y a une loi cadre sur la pêche qui est là. Vous avez des pêcheurs qui utilisent les acadias et des techniques de pêche qui ne respectent pas. Donc, ils ont besoin en matière de normes de pouvoir donc passer par les journalistes pour pouvoir sensibiliser les populations. Donc, je crois que ce n'est pas encore ça, parce que nous avons des confrères au niveau international et qui n'ont pas besoin, n'ont pas besoin de plusieurs fois taper à une porte pour avoir disons, un appui pour aller couvrir un événement international. Ça manque encore au Bénin. Donc, parce que même quand vous sortez, vous allez au Kenya ou en Afrique ou dans certains pays de l'Afrique, vous n'avez pas besoin. C'est que vous avez des offres. Parce qu'on sait déjà que vous êtes engagé. Mais dans notre pays, c'est le journaliste environnemental, il est obligé de son appui pour aller couvrir donc, les événements et faire vivre ça au public béninois. Ça, il faut le regretter. Et je pense que, j'espère que déjà, nous allons travailler à cela. L'idéal devrait être quoi, selon vous, entre les journalistes spécialistes des questions de l'environnement, au assainissement et autres, et
les autorités qui sont également dans ce domaine-là? Alors, l'idéal, c'est déjà en termes donc de comment on perçoit le journaliste. Je l'ai dit, le journaliste n'est pas seulement un simple diffuseur de l'information. C'est aussi, il faut le considérer d'abord comme un acteur de changement. Et je crois que les décideurs n'ont pas encore cette compréhension des choses. Il y a quelques-uns qui comprennent aujourd'hui. Parce qu'on a... on est souvent perçus comme des emmerdeurs. Oui, comme des emmerdeurs, comme des gens... on vous appelle juste pour faire une couverture, après vous dégagez. Or, en réalité, le journaliste a sa place. Quand vous déployez l'action publique sur le terrain, le journaliste doit suivre. Et il peut contribuer même à faire ressortir un certain nombre de défis qui ne ressortent pas souvent dans les rapports. Est-ce que vous voyez? Donc, en termes de perception, il faut qu'on considère le journaliste comme un acteur de changement. Et ça, je crois que c'est un travail que nous devons continuer à faire. Et quand on a fini de faire ça, c'est déjà aussi en respectant notre liberté de ton, parce que tout de suite, parfois, on vous considère donc comme des gens qui sont là pour juste amplifier l'action, mais on a également cette responsabilité-là de pouvoir remonter donc les difficultés donc des populations sur l'action publique qui est déployée. Quand vous avez sur le terrain, on fait une route et puis bon voilà, il y a l'environnement qui est dégradé et tout. Donc on a cette responsabilité de pouvoir faire remonter ce genre d'informations. Donc, mais aujourd'hui, il faut dire que quand vous voyez un peu au niveau donc des ministères et autres, c'est clair que bon, on vous appelle pour de simples couvertures médiatiques des événements et après, on pense que bon, soit au début du projet, à la fin du projet, il y a quand même dans quelques cas où effectivement les journalistes sont considérés comme véritablement des acteurs et on travaille avec eux comme il le faut. Mais ce n'est pas encore ça quand vous allez dans d'autres pays comme le Ghana, comme le Kenya, on a des confrères avec qui on travaille sur d'autres au niveau donc africain. On se rend compte que là-bas, les gens ont compris ce qu'est le journaliste et sa contribution, ce qu'il peut contribuer à faire. Il peut changer, il peut contribuer à éduquer. Quand je donne l'exemple des radios communautaires qui font un travail formidable sur le terrain, en termes de comment on amène les paysans à s'approprier les bonnes pratiques. J'ai dénoncé tout à l'heure l'agriculture sur brûlis, les feux de brousse et tout ça. Ben, les médias les plus qui sont à côté des paysans, qui sont véritablement plus écoutés, ce sont les radios communautaires qui font un travail formidable sur le terrain, par exemple. Mais comment est-ce qu'on les associe vraiment? On les considère juste comme des prestataires de services. Et je pense que cette perception doit changer si véritablement on veut éduquer donc les communautés par rapport donc à tout ce qu'il y a comme bonne pratique. À Cotonou, ici, nous sommes à Cotonou, vous voyez, les tortues marines. Vous pouvez comprendre que les gens ils continuent à tuer donc les tortues marines, alors que quand vous allez au Costa Rica, ça draine du monde. Juste venir voir les œufs de tortues marines, juste venir faire des lâchers de petites tortues dans la mer. Les gens voyagent et c'est le pays, il gagne beaucoup d'argent. Mais comment arriver à sensibiliser donc les populations et leur faire comprendre qu'en réalité, c'est une richesse qui est là et il faut véritablement les valoriser. Mais également aussi amener donc les décideurs à comprendre qu'en préservant l'environnement, cela peut engendrer des ressources. Parce qu'en réalité, les gens pensent que, les décideurs pensent toujours que il faut investir pour rien. J'investis, mais ça rapporte de l'argent. Aujourd'hui, nous avons des baleines. L'expédition a commencé. Mais combien de personnes savent à Cotonou qu'il y a des baleines sur la mer et que cela constitue un attrait touristique. Donc, pendant longtemps, l'ONG Nature Tropicale a fait la promotion donc, de cette expédition-là. Mais on se rend compte que c'est même plus les étrangers qui vont voir que les Béninois. Parce que les Béninois, ils ne savent. Et les décideurs sont très peu. On a eu des ministres qui sont allés. Le problème est à quel niveau? Quand vous dites que les Béninois ne sont pas intéressés à ces choses-là, qui doit organiser ça? Ce sont les associations, les ONG ou bien ce sont les gouvernants? Tout le monde peut contribuer à cela. Oui. Mais je pense que on a besoin aussi de symboles. C'est-à-dire que
quand le gouvernement, quand il y a des vacances gouvernementales, comme on a connu, et qu'un ministre, par exemple, c'est vrai qu'il y a des problèmes par rapport au parc, et qu'on a quelques ministres, par exemple, qui vont peut-être voir les baleines ou vont dans un parc. Mais vous voyez, ça aura un impact sur la population. Parce que le ministre qui se déplace, c'est tout un cabinet peut-être derrière. Oui, mais c'est l'image après, le compte rendu qu'on en fait. Oui. Donc la population va se dire, ah, mais ça c'est important. Donc il faut faire. Donc on a besoin. Donc je pense que c'est ça qui manque. Cela est fait, mais c'est pas encore suffisamment fait. Et je crois que même les enfants qu'on doit commencer à éduquer à la protection de l'environnement, ces enfants ont besoin d'exemples. Un enfant qui voit le président de la République aller sur un site où on protège l'environnement et autres, il va se dire, ah mais c'est important, le président même s'est déplacé, le ministre même s'est déplacé, c'est le député qui se déplace. Donc je crois que le maire qui se déplace, donc on a besoin d'avoir des symboles, on gouverne aussi par l'exemple, donner l'exemple, pour que aussi les citoyens ils puissent comprendre que c'est un trésor qui est là, c'est une richesse qui est là et qu'on peut véritablement donc valoriser. Donc c'est un travail que nous contribuons aussi à faire et nous pensons que on a toujours pensé que bon, si on dit préservation de l'environnement, c'est que on investit sans retour, alors que véritablement c'est une richesse. Il y a des pays, quand vous prenez des pays comme le Kenya, le Burundi ou choses là, bon, ils ont compris très tôt et ils valorisent tout ce qu'ils ont comme richesse au niveau de la faune et de la flore. Donc je pense que nous devons en arriver là parce que nous avons véritablement aussi des richesses mais que nous valorisons peu. Donc c'est des mines d'or et je crois qu'on peut tirer profit de la protection de l'environnement, ne serait-ce qu'en investissant peu et en valorisant donc ce qui est là. Pour nous, c'est insuffisamment fait. En tout cas, nous, au niveau du RAMEC, nous sommes disponibles à le faire. Mais l'accompagnement qu'on a n'est pas encore au rendez-vous pour que nous puissions davantage le faire. Mais avouez quand même que dans notre pays, le Bénin, on ne voit pas encore de grands sujets d'enquête sur notre environnement, alors que les dégâts sont là. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'aller même au cœur pour sortir les bonnes choses comme cela se doit? Oui, déjà, il faut comprendre que, effectivement, c'est pas que la volonté manque. Mais nous avons la volonté. Mais quand vous voyez déjà au niveau des médias, parce que ces journalistes-là ne fonctionnent pas en dehors de leurs organes de presse. Parce que quand un journaliste va faire une investigation, c'est clair que la responsabilité du média est engagée. Donc déjà, on a besoin d'avoir au sein de ces organes-là le soutien des patrons de presse. Nous ne l'avons pas encore suffisamment. Parce qu'il faut que le média porte. C'est le média qui va porter cette enquête-là. Et à ce niveau, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Mais également, l'autre chose, c'est la question donc des ressources. Parce que si vous voulez conduire un travail d'enquête, c'est clair que véritablement, vous avez besoin des moyens. Et par expérience, et en ce qui concerne donc l'environnement médiatique béninois, c'est qu'on se rend compte que dans nos médias, les patrons de presse rechignent encore à donner les moyens qu'il faut aux journalistes pour pouvoir faire des enquêtes très fouillées. Parce que ça demande de se déplacer, d'aller sur le terrain. Ça demande donc des moyens pour pouvoir donc aller donner la parole aux différents acteurs et tout. Mais l'autre chose aussi, c'est que il faut du courage aussi. Il faut du courage. À rentrer dans certains milieux. À rentrer dans certains milieux. Et je crois que c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de se sentir en sécurité pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais nous avons bon espoir, et ça fait partie de l'un des objectifs du RAMEC, c'est de pouvoir encourager donc des journalistes à aller au-delà donc du factuel et à véritablement faire des enquêtes qui sont très fouillées. Parce que nous avons, comme vous l'avez dit, nous avons des défis qui sont là. Vous prenez en matière de biodiversité par rapport aux zones humides, ce sont des sujets qui sont importants. Par rapport donc aux forêts, nous savons très bien aujourd'hui qu'en dehors de nos 2940 forêts sacrées que nous avons, aujourd'hui les forêts classées, qu'est-ce qui en reste? Pourtant c'est le colon qui nous a aidés
à avoir des forêts classées. Mais nous n'avons pas été capables donc de les entretenir jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, si on fait le point, vous allez vous rendre compte que au niveau des forêts classées, les gens les agressent pour construire des maisons, pour faire de l'agriculture, et puis finalement, il n'en reste pas grand-chose. Quand vous prenez sur la question donc, de l'érosion côtière, aujourd'hui, vous savez que le Bénin, contrairement aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, est beaucoup plus exposé à la question de l'érosion côtière. Vous avez aujourd'hui de plus en plus des villages qui disparaissent. Vous avez des réfugiés, on a des réfugiés climatiques. Il faut qu'on en parle aussi, parce que les gens, du jour au lendemain, il y a des villages qui disparaissent. Donc il faut commencer à aller ici. Mais bien sûr, quand vous allez à Grand Popo et que des espaces, la mer ronge de plus en plus, donc ça veut dire qu'il y a matière effectivement à investiguer sur ces sujets-là et pouvoir même permettre aux gouvernants donc, de décider. Je crois aussi que c'est la confiance. Il y a un problème de confiance. Parce que on est confronté parfois aussi à l'accès à l'information. Et vous ne pouvez pas absolument faire une enquête bien fouillée sur un sujet donné si vous n'avez pas la parole des pouvoirs publics. Et ça nous manque. Alors, vous introduisez une demande d'information au niveau d'un ministère ou au niveau d'une direction, déjà, vous n'avez pas le retour. Or, vous ne pouvez pas boucler une bonne enquête si vous n'avez pas l'opinion des pouvoirs publics. Et ça fait que, véritablement, dans bien des cas, on a envie d'aller faire d'aller plus loin. Plus loin, mais on est limité parce que, justement, en matière d'accès... Pourtant, nous avons un code de l'information et de la communication qui devrait faciliter donc l'accès à l'information. Mais aujourd'hui, en matière d'accès à l'information, on a ce problème-là au niveau donc des pouvoirs publics. D'accord. Quand on prend aujourd'hui les acteurs du RABEC, les acteurs des médias pour l'eau et l'environnement, quelles sont, en dehors de tout ce qu'on vient d'évoquer, les difficultés réelles que vous avez c'est vraiment traiter les questions sur l'environnement. Il y a un accès limité à l'information. Et je crois que nous travaillons là-dessus à mettre en confiance donc, tous les différents acteurs. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'autre difficulté, c'est véritablement de faire en sorte déjà de changer la perception donc, du journaliste. On ne vient pas dans un ministère et autres juste pour couvrir les événements, mais et pour véritablement aller au-delà donc de l'information factuelle. Est-ce que vous auriez souhaité, par exemple, que les gouvernants, par exemple, ou bien le ministère de l'Environnement décide, par exemple, de mettre en place un fonds dédié aux journalistes qui œuvrent dans ce domaine-là? Mais bien sûr, dans d'autres pays, nous avons des exemples de ce genre-là où il y a un accompagnement des journalistes, mais en respectant la liberté, la liberté de ton que nous devons avoir par rapport à... Par le passé, ici, on a même connu le ministère de l'Environnement qui a organisé un concours au profit donc, des journalistes qui s'intéressent sur les questions de l'environnement, mais on n'a jamais eu les résultats. On n'a jamais compris, par exemple. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons absolument besoin, pas que d'un assistanat, mais que le pouvoir... Qu'un engagement réel. Qu'un engagement réel. Et ça va contribuer à permettre aux décideurs de bien comprendre les enjeux et défis. C'est vrai qu'il y a des rapports, qu'il y a des études qui sont faites, mais le journaliste aussi peut avoir sa contribution pour mieux éclairer donc, et contribuer à la prise de décision au niveau, donc, au niveau du gouvernement, au niveau donc, des différents ministres. Est-ce que vous pensez, en tant que président du réseau des acteurs des médias pour l'eau et l'environnement et le climat, est-ce que vous êtes à l'aise en vous basant par exemple sur les produits que les citoyens consomment aujourd'hui dans nos pays? Non, nous savons très bien qu'il y a des problèmes. Vous prenez le piment, les tomates, en tout cas, tout ce que nous utilisons à la cuisine. Est-ce que vous n'avez pas des frissons? Oui, bien sûr. Et je crois qu'on a besoin absolument donc d'informer davantage le citoyen sur les risques. Les risques que nous avons par rapport à la consommation. Vous savez très bien aujourd'hui que l'espérance de vie est en train de diminuer. Et nous avons beaucoup de maladies donc, auxquelles les populations sont donc exposées parce qu'on ne mange pas sain. Et là, on peut dire que les journalistes spécialistes des questions de l'environnement ne font pas encore le job. Vous ne faites pas encore le travail. Vous ne nous alertez pas suffisamment, il faut le dire. On n'alerte pas suffisamment parce que, comme je vous l'ai dit, nos moyens sont limités. On a besoin d'aller plus loin. Aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que sur le marché,
par exemple, nous avons bien envie d'aller au-delà et de faire la promotion de l'agriculture. Avant de continuer, je voudrais donc dire aux auditeurs qui sont intéressés véritablement par le sujet du jour, qui peuvent donc commencer à nous appeler ici au studio. Je rappelle les numéros: 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Et donc les journalistes spécialistes des questions de l'environnement également peuvent nous appeler, ou si possible même laisser leur message sur le numéro WhatsApp que je rappelle, c'est le 50 52 52 73. Vous pouvez donc laisser un message WhatsApp si vous ne trouvez pas la ligne. Les autres peuvent appeler directement et pour intervenir sur cette émission. Vous pouvez continuer en attendant. Alors, donc, je disais que, par exemple, on a envie davantage d'informer donc les citoyens sur les produits. Il y a des études qui montrent que, par exemple, les fruits et légumes que nous consommons ne sont pas des aliments sains. Parce que, tout simplement, quand on utilise des engrais pour les produits, et des études ont montré que, par exemple, on retrouve des matières fécales lorsqu'on fait des analyses par rapport à ces fruits et légumes. Au niveau du poisson, au niveau des espèces halieutiques également. On va prendre l'intervenant qui est en ligne. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naou. Oui, votre nom? Monsieur Narcisse Koulamou. D'accord. Et je voudrais remercier beaucoup Alain Tesson, parce qu'on le trouve souvent sur Radio KPFM le samedi. Et ça nous dit beaucoup de choses. D'accord. Je voudrais poser deux questions particulièrement. La première question, est-ce que Alain Tesson pense, en tant que spécialiste de l'environnement, s'il y a des forêts au Bénin? Parce que moi, j'estime que pour avoir des forêts, c'est dans les zones de l'Amazonie et autres qu'il y a des forêts, qu'au Bénin, on n'a pas vraiment des forêts véritablement dignes de ce nom. Deuxième question, est-ce que vous avez de bonnes relations? Quelles sont vos relations avec Didier Hubert Matafumé, qui, entre-temps, c'était investi donc, dans le domaine de l'environnement. Je ne sais pas s'il y est toujours ou s'il a dû rebrousser chemin, etc. Et j'aimerais avoir donc, des préoccupations, des informations autour donc, de ce questionnement-là. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup à vous. On reviendra donc sur vos préoccupations. Le temps de poursuivre toujours avec l'invité avant de recevoir d'autres intervenants. Il y a d'autres en ligne? Pas encore. On continue sur le sujet qu'on évoquait. Oui. Alors, donc, par rapport aux produits. Aux produits. Oui. Donc, vous avez aujourd'hui que beaucoup de produits... il y a des études qui ont, au niveau de l'université, qui montrent qu'effectivement, on retrouve des traces. Donc des résidus donc de matière fécale, parce que justement la défécation elle est libre, voilà, et qu'ensuite aussi les engrais qu'on utilise donc pour produire. Et quand ces produits là sont issus, lorsqu'on retrouve des résidus du genre, c'est clair que effectivement vous consommez, c'est que vous vous exposez donc aux maladies. Donc on a envie véritablement de sensibiliser donc les consommateurs sur la nécessité de faire le tri. C'est vrai que aujourd'hui aussi vous avez un certain nombre d'entrepreneurs donc agricoles qui choisissent ou des maraîchers qui choisissent donc de faire la culture bio. Mais quand ils arrivent sur le marché, c'est qu'ils n'arrivent pas à écouler leurs produits parce que tout simplement, évidemment, ils ne peuvent pas vendre au même prix que ceux-là qui ont produit avec des engrais. Mais honnêtement, est-ce que Alain Tossonou a fait les investigations appropriées pour affirmer sur ce plateau qu'on fait du bio au Bénin? Oui, on fait du bio. Moi, j'ai, avec le PNUD, au niveau de l'arrondissement de Pau, dans la commune de Ouida, il y a beaucoup de gens qui cultivent, qui font de la culture bio. Mais qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ils arrivent sur le marché, ils ont des difficultés à écouler leurs produits. Déjà, quand ils arrivent au marché, qu'est-ce qui se passe? C'est que, quand vous avez produit avec de l'engrais, c'est que le produit est bien présenté. Vous avez des feuilles qui sont bien développées et autres. Mais quand vous avez fait cultiver, vous avez fait la culture bio, c'est que les feuilles sont moins attrayantes à vue d'œil. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, pour le consommateur qui n'est pas bien informé, il va se dire que votre produit n'est pas bon. Mais ensuite, c'est que vous allez vendre plus cher votre produit parce que
quand vous voyez tout ce que vous avez investi, pour pouvoir récupérer, c'est que vous devez absolument appliquer un prix. Donc il y en a, ceux qui savent, ils ont des contacts avec ces entrepreneurs-là et ils vont acheter chez eux. Et c'est là où c'est important aussi de sensibiliser le consommateur sur ce qu'il doit consommer et ne pas consommer. Même aujourd'hui, la tomate. Vous voyez, aujourd'hui, vous demandez aux femmes, elles vont vous dire, vous avez des tomates qui sont très bien rondes et tout, mais en réalité, il se pose le problème de la conservation. Parce que tout simplement, quand vous avez la tomate qui est issue d'une terre qui est déjà complètement imbibée donc d'engrais, c'est clair que cette tomate-là ne va pas durer. Il en est de même donc de l'igname qui est cultivé sur une terre où il y a des engrais. Donc, je crois que c'est important. Et aussi la saveur qui est acide. La saveur, donc vous en savez aussi. Donc, je crois qu'on doit absolument, et c'est pour ça que nous encourageons donc le gouvernement et tous les autres acteurs à véritablement faire en sorte que, effectivement, parce que nous ne sommes pas nombreux et on a encore je dirais, l'opportunité de manger sain dans notre pays. Donc, mais pour y aller, c'est que déjà, il faut combattre la défécation à l'air libre. C'est clair, il faut commencer par là. Mais ensuite, parce que quand vous voyez au niveau donc, des cours et plans d'eau, ou carrément les déchets solides ménagers avec tout ce qui va avec les excrétas, c'est clair que véritablement, si vous consommez du poisson qui vient de là, c'est que on est tous exposés. Moi, j'ai l'habitude de dire aux maires, aux députés, aux ministres et autres, bon, si nous allons tous sur le marché, c'est que nous sommes tous exposés. Parce que quand vous mangez le poisson qu'on a pêché sur un fleuve ou bien sur un lac et tout, vous ne savez pas dans quelles conditions, donc quel est l'état de ce coup plein d'eau. Je n'aime pas consommer les produits congelés. Congelés. Je préfère aller directement vers la nature. Vers la nature. Mais si au niveau de cette nature-là, on n'est pas sûr que effectivement le cours ou le plan d'eau n'est pas pollué, c'est que ça cause problème. Mais je pense qu'il y a des efforts qui sont faits parce qu'il y a la pisciculture qui est maintenant développée et ceux qui comprennent vont plutôt aller vers donc ceux-là qui effectivement font donc la culture donc du poisson dans des conditions qui sont vraiment. Je reviens sur ma préoccupation concernant le bio au Bénin. Vous rassurez les auditeurs sur ce plateau qu'ils peuvent se fier à la mention bio que nous voyons sur des produits qui sont réalisés chez nous. Ah, mais là, on peut pas. Il faut un contrôle de qualité. Et nous avons des services compétents dans notre pays qui doivent en principe faire ce contrôle de qualité-là. Parce que les gens peuvent tricher. En Europe, en Amérique du Nord ou un peu partout, les gens trichent. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement matière à renforcer le contrôle de qualité pour qu'on s'assure. Déjà, l'étiquetage. Il faut rendre systématique l'étiquetage. C'est comme ça dans les autres pays, on a réussi effectivement à faire la promotion donc, du bio. On me signale qu'il y a un auditeur, on va le prendre. Bonjour à vous. Bonjour. À qui avant d'honneur? D'accord, nous vous écoutons. Je veux compléter un peu pour mon monsieur qui est là. Oui. Vraiment qu'il y a de bio au Bénin, mais aujourd'hui, moi j'ai constaté que le truc qui était ailleurs pour venir ici, ça coûte simplement. Aujourd'hui, si tu payes des piments, notre piment là, aujourd'hui, si tu vas savoir que c'est un Bénin qu'on fait ça aujourd'hui. Maintenant, ça va correctement aujourd'hui que si moi j'ai payé les piments, c'est que j'ai payé le tomate pour passer, ça fait 2 semaines avant que ça soit gâté. Si ça va faire une semaine là, ça fait 3 jours, ça commence à gâter. Maintenant, il faut qu'on continue pour nous même au Bénin. Ça c'est le mieux. Merci pour le monsieur. Tout ce que vous avez dit là, c'est vérité. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous aussi, à Roissouron-Fofouadre, d'autres intervenants vont certainement venir, mais nous poursuivons, bien entendu. Donc, je crois qu'il faut un effort déjà de contrôle, de rendre systématique l'étiquetage et de contrôle. Je crois qu'il y a quand même de plus en plus beaucoup d'entrepreneurs qui choisissent de produits bio. Et il faut les encourager. Donc l'État, dans le but vraiment de préserver la santé des populations, devrait accompagner. Parce que ce qu'ils font, ça contribue à avoir moins de gens à l'hôpital et donc à préserver donc la santé des populations. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Lam, bonjour. Oui, votre nom? Mon nom. D'accord, nous vous écoutons.
Oui, à l'entrée de jeu, je vous dirais qu'il n'y a pas de bio bien. Ah, pour vous, il n'y a pas de bio? Pas de bio. Non. Le bio, il faut savoir que le bio, c'est un cycle. Tu t'approuves. Mais dans notre affaire, dit qu'il y a du bio, oui. moi, je ne suis pas du tout convaincu. D'accord. Parce qu'il y a de n'importe quoi, on parle de n'importe quoi. On a du mal à vous entendre, hein. Je ne sais pas si vous êtes quelque part, il faut bouger un peu pour voir si... C'est bon, c'est bon? Oui, allez-y maintenant. C'est bon? Oui, allez-y. Oh, il est parti. Mais on l'a compris. On l'a compris. Il martèle, hein, qu'il n'y a pas de bio. Qu'il y a du n'importe quoi. Bon, on comprend bien. Oui. Enfin, cela traduit la nécessité vraiment de renforcer le contrôle. C'est vrai qu'on n'a pas encore cette culture-là de faire le tri de ce que nous consommons. Et beaucoup de gens n'ont pas encore compris que les problèmes de santé qu'ils ont, que leur origine ou la cause de tous ces problèmes-là, c'est parce qu'on ne mange pas sain. Et je crois aussi que les pouvoirs publics doivent contribuer à davantage sensibiliser donc les populations sur la nécessité vraiment de consommer des produits sains pour préserver leur santé. D'accord. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Bernard Fabi. D'accord, nous vous écoutons. Je salue l'invité. D'accord. Et je salue aussi son développement. Ça veut dire que c'est un homme pétri d'expérience et qui est à son milieu. Et ma question, pour le mangrove, j'ai remarqué qu'à Madagascar, c'est beaucoup planté. Beaucoup planté dans les zones où il y a de zones humides, en quelque sorte. Et bon, par rapport au Bénin, quelle est la politique qui est menée par rapport à ça? Regardez par exemple à Pifadi, où les cours d'eau sont en train d'être nettoyés. Et c'est comme si ils sont en train de quadriller l'eau vers le pont de Pifadi. J'ai remarqué qu'à un coin au milieu là, il y a des mangroves qui a été sécurisé dans cette zone-là. Où il y a eu d'autres détails par rapport à ça. Les gens disent que j'ai élevé des serpents. Mais quand j'ai été dans la zone, je leur ai dit que non, c'est des mangroves. Et c'est là que produisent les poissons, les lacs que pondent des œufs de poissons. Donc, est-ce qu'on ne doit pas profiter par ce coin-là où ça a généré des mangroves? Est-ce qu'on ne va pas planter encore d'autres pour donner encore une image de comment on appelle pour attirer encore les étrangers par rapport à ce coin-là. Ensuite, pour le bio, il y a des problèmes aujourd'hui. Il est vrai qu'avant, on produit normalement. Mais aujourd'hui, l'engrais a pris des déchets. Où le piment n'est plus piment. La tomate n'est plus tomate. Même aujourd'hui, on met des engrais. Qu'est-ce que votre invité peut dire par rapport à ça? Sincèrement, il n'a qu'à dire la vérité, sincèrement, par rapport à ça. Parce que ce que nous consommons aujourd'hui, nous créons encore d'autres dommages. On ne suit plus sur la terre. Les enfants, aujourd'hui, rapidement changent, alors qu'elles n'ont pas atteint l'âge. Je vous attends. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'il va falloir leur répondre par rapport au bio, parce que la préoccupation est là. Oui. Je pense qu'ils ont tout à fait raison. Parce que nous n'avons sans cesse... nous avons toujours alerté sur l'utilisation des engrais chimiques. Et je crois qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup qui sont déjà informés sur l'utilisation abusive et incontrôlée des engrais chimiques. Je crois que c'est une problématique majeure à laquelle, effectivement... Avant d'y répondre, on va prendre un autre intervenant. Bonjour. Monsieur Namo, je suis revenu, c'est Amatabo Kwasi toujours. D'accord, nous vous écoutons maintenant. C'est bon maintenant? Oui, oui. Oui, je veux vous dire que moi je suis du Grand Pau. J'avais parlé du bio, qu'il n'existe pas du bio au Bénin. Du bio, tu peux trouver ça chez toi, que tu as fabriqué chez toi. Laissez-moi vous dire que les engrais qui viennent dans le Bénin, ça vient d'où? Ça passe par où pour venir? Il faut commencer par là.
Mais je félicite le journaliste à cet endroit pour le travail qui se fait. Laissez-moi vous dire qu'un jour, j'ai pris un expatrié, arrivé au niveau de lac Aïmé, il a vu les mangroves là, il a voulu que je m'arrête pour qu'il prenne des photos avec des mangroves. Je les ai amenés parce que moi je suis de Grand Pot, dans les années 96, 6 par là, si tu vois des mangroves chez moi, c'est des tas de mangroves quoi. D'accord. Est-ce que vous comprenez ce que je vois? Mais aujourd'hui, tu n'en verras plus beaucoup. Tu n'en verras plus beaucoup. Et si tu amènes les expatriés là, s'ils voient les mangroves, ils sont intéressés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le sentiment, ou bien, je ne sais même pas, on ne comprend pas ce que ces mangroves-là nous font au Bénin. Et ça, je vois que ça, c'est du manque du social. Parce que si tu ne trouves pas à faire ou bien tu ne trouves pas à manger, tu es obligé d'aller couper ces mangroves pour faire du paco de bois pour manger. Est-ce que vous voyez un peu? D'accord. Je félicite le journaliste qui est l'invité du jour, oui. Que pour le travail qu'ils font. Il faut que le gouvernement les prenne ça au sérieux, comme ça pour qu'on se vive un peu sur la paix. On prend de n'importe quoi dans le Bénin, c'est grave, c'est développé. Merci et bon week-end à vous. Merci beaucoup à vous. Oui, nous poursuivons. Oui. Sur la question du bio, bon, oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, je comprends donc les auditeurs qui estiment qu'on n'a pas de bio, parce que justement, ce n'est pas contrôlé. Parce qu'en réalité, il faut un contrôle pour savoir effectivement et certifier que ça, c'est un produit bio, ça c'est pas le producteur qui fait ça. Non. Donc, il y a des services compétents qui devraient contribuer donc à rassurer les uns et les autres sur qu'est-ce qu'on peut appeler produit bio, qu'est-ce qu'on ne doit pas appeler. Je pense qu'il y a un travail encore à faire. L'autre chose qu'il faut faire, c'est d'encourager ceux-là qui veulent faire de l'agriculture donc biologique. Et je pense qu'on ne cesse d'encourager le gouvernement à véritablement passer maintenant à la promotion donc, de l'agriculture biologique avec du compost et autres. C'est des pratiques qu'on connaissait. Vous savez, l'Afrique, on n'a rien à apprendre à l'Afrique par rapport donc, à l'agriculture donc, biologique. Et nous avons encore la chance, tout n'est pas perdu. Je voudrais rassurer les uns et les autres que tout n'est pas perdu. Mais on a une forte utilisation donc des engrais donc de synthèse, et cela fait qu'aujourd'hui la plupart des pays et des produits que l'on retrouve sur le marché ne sont pas des produits bio. Donc il y a un travail à faire là et encourager ceux-là qui veulent s'investir à ça. On va encore prendre un intervenant. Bonjour. Monsieur bonjour à vous. Oui, votre nom? Emmanuel Ablessi. Nous vous écoutons. Merci, je salue beaucoup l'invité. D'accord. Je souhaite de prendre toujours des bio. Mais si je n'ai pas disponible à temps ou c'est tellement cher, c'est un souci. Il faut que nos gouvernants travaillent à cela. Je me demande, les engrais, on importe des engrais et on trouve ces produits à bas prix, mais nos bio, nos produits, même chez nous, je ne sais pas pourquoi c'est si cher. Je fais par exemple de notre riz de chez nous et les riz. Donc, on a souvent de trouver bio parce que c'est naturel. Il faut vraiment que un travail puisse se faire à ce niveau. Merci beaucoup à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Un autre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Oui, merci de diminuer un peu le volume de votre pose récepteur ou l'arrêter carrément. Je ne suis même pas à côté de mon téléphone. Peut-être qu'il y a un véhicule qui est un peu devant moi. Peut-être que c'est ce véhicule, c'est votre véhicule. Ok. Et même votre position, il faut revoir ça parce que la communication flotte un peu à votre niveau. Je vous écoute quand même, oui. Votre nom? Bon Christian Aro. Votre nom? Bon Christian Aro. D'accord. Nous vous écoutons. Je vous appelle de Calavi. Oui. Je viens vous poser une question, pour demander quelque chose, puisque je viens d'entendre tout à l'heure certains auditeurs ont dit qu'il n'y a pas de bio. Mais il n'y a pas de bio, c'est vraiment grave. Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai un jeune frère qui est un prêtre. Il a fait presque 10 ans en France. Il est allé maintenant en vacances. Il m'a appelé après la 3 semaines. Il me dit
il a une association. Et il m'a appelé, il me demandait, est-ce que son association consiste à faire quoi? C'est d'aider un pauvre à sa sortie de sa pauvreté. Et quant à ce pauvre, maintenant, d'aider, choisir le pauvre et de l'aider. Donc il m'a appelé il y a 3 semaines, il me demandait, est-ce que tu peux quand même me trouver ceux qui font du jardin bio pour que mon association puisse quand même les aider. Ceux qui font du jardin bio, qui n'ont pas les moyens, et des restaurants bio. Et j'ai laissé ma vie depuis, je n'en trouve pas encore. Mais seulement l'avant-hier, le jeudi passé, ou le mercredi passé, que j'ai été voir quelqu'un à Crévier, et je pense que j'ai vu le jardin, celui-ci risquait d'aller me comprendre, le ministre fait du bio. Et pas plus tard qu'il j'ai été là-bas, pour le rencontrer, discuter avec lui, je ne l'ai pas vu à la maison, je lui ai laissé mon numéro de téléphone de m'appeler. Je ne m'a pas encore appelé. Donc c'était juste pour demander, est-ce vrai il n'y a pas de bio, et non, est-ce que notre cher ami, j'oublie son nom, l'invité là, Alain Tosuno, est-ce qu'il pourra m'aider à trouver des gens qui font du jardin bio? d'accord. C'était ma contribution, c'est pour ça que j'appelle. Si c'est possible, je peux laisser mon numéro, lui laisser mon numéro. On va vous récupérer au standard et comme ça vous allez donner votre numéro là-bas. D'accord. Merci bien, oui, donc gardez l'écoute, on va vous récupérer au standard. D'accord. Oui. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. D'accord. Tu puisses quand même finir avec les réponses et après on va conclure l'émission. Oui. Donc je crois que on peut pas dire qu'il n'y a pas du bio. Il y en a. Je pense que il y en a qui font du bio et je pense qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus. Comme j'ai dit, ils font face à la concurrence de prix sur le marché. Et ça veut dire que les journalistes spécialistes des questions de protection de la nature ont également un rôle à jouer à ce niveau pour faire connaître davantage ceux qui sont dans ce domaine. Voilà, parce qu'ils ne sont pas nombreux, donc ils ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés. Alors, sur la question donc par rapport aux mangroves, j'ai dit que on a perdu, il y a une étude qui a été réalisée, sortie, et qui a montré que on a perdu en l'espace d'une décennie près de 62% donc de la superficie donc des mangroves, Grand Popo, Commun, Ouida et tout ça. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de populations, notamment les femmes qui produisent le sel, qui utilisent donc le bois pour pouvoir donc fabriquer donc le sel. Mais fort heureusement, je pense qu'on a pris conscience. Déjà, il faut savoir que c'est un patrimoine, c'est une richesse. Ça contribue donc, les mangroves contribuent donc à la multiplication donc comme quelqu'un l'a dit, des poissons et autres. C'est un réservoir donc de biodiversité, ça arrête l'érosion et tout, donc je crois que c'est important. Je crois qu'il y a beaucoup de projets qui ont contribué à freiner un peu donc la dégradation. Est-ce qu'on ne peut pas les planter parce qu'on nous dit oui, on les plante déjà. Oui. L'ONG Eco Bénin, si vous allez au niveau donc de Grand Popo, a fait un travail formidable en utilisant donc le Zangbetor pour pouvoir donc préserver donc les mangroves. Je crois que un travail se fait et il faut encourager donc tous ceux-là qui contribuent véritablement donc à protéger donc cet écosystème là. On peut planter d'autres, ça c'est clair. Ceux qui disent on élève des serpents là, oui. Il n'y a pas que des serpents dedans, mais les serpents aussi. Le serpent a un rôle à jouer dans la nature. Tout être vivant sur cette terre. Il suffit seulement de ne pas l'agresser. Il suffit de ne pas l'agresser. Et on a besoin donc on a besoin de ces serpents là, parce que si on n'a pas des serpents, vous allez comprendre que les rats vont nous envahir dans nos maisons. Donc le serpent aussi joue un rôle important. Donc c'est très important. Il y a quelqu'un qui a parlé on n'a pas de forêt. C'est en Amazonie. Narcisse pour le nom. Non, je pense qu'on a des forêts tropicales, mais on n'est pas un pays de grandes forêts comme le Brésil
ou d'autres pays, même en Afrique ici, au Cameroun et tout. Oui. Mais on a des forêts tropicales et je pense que le peu qu'on a, il faut qu'on veille véritablement à préserver cela. Quelqu'un a dit, est-ce que notre doyen Didier Madafimé, qui ne l'entend plus, je profite il est admis. Il est allé à la retraite. Tout à fait. Il est allé à la retraite et nous suivons ses pas parce qu'il faut dire au niveau de la radio nationale, avec l'émission TED ici et d'ailleurs, pendant de longues années, il a contribué à soutenir cette cause-là et même encore à la retraite, il continue toujours à militer. Moi, je l'ai reçu au téléphone la fois passée, voilà, juste après une émission sur l'environnement. Oui, absolument. Donc, et il nous encourage. Il fait partie donc de ceux-là qui, effectivement, donc nous soutiennent et nous encouragent pour continuer donc apporter donc cette cause-là. Alors, je ne sais pas s'il y a la question du jardin bio, comme je l'ai dit, absolument, je crois qu'il y en a et les gens ont besoin, donc on a besoin de les soutenir. Sur la question donc de l'utilisation abusive donc des engrais chimiques, parce que c'est une problématique majeure, je crois qu'il faut qu'on commence effectivement à développer donc la production donc, et la fabrication donc, des engrais organiques. D'accord. Aujourd'hui, il faut encourager. Déjà, même avec les déchets, puisque nous sommes dans la ville de Cotonou, les déchets solides ménagers, on peut les valoriser. On peut valoriser donc aussi les excrétas. Nous avons des stations donc, de traitement des bouts de vidange. Mais je vous donne un exemple simple, une expérience que j'ai eu à faire à la maison, parce que j'élève des escargots à la maison. Et j'ai ramassé, comment dirais-je, une partie de la terre qui est dans les cages des escargots et que j'ai envoyé dans mes pots de fleurs. Mais je vous dis, mais 2 semaines après, ça a verdi correctement. Mais c'est ça. C'est un peu ça, le compost, pour pouvoir... C'est comme ça on fabrique. En fait, quand on fabrique le compost, on contribue à élever les vers de terre et autres là, qui enrichissent donc, le sol. Donc, quand vous utilisez cette terre-là, donc c'est un engrais, en fait, organique. Donc, je pense que il faut... C'est pourquoi je dis, il faut encourager donc, le gouvernement à déjà nos déchets solides ménagers qu'on récupère ici, au lieu de les enfouir au sol, de faire la valorisation. Également, nous avons, il faut saluer donc avec le gouvernement donc actuel, on a des stations de traitement des bouts de vidange. Tout à fait. Aujourd'hui, ça permet absolument, quand vous avez des camions de vidange là, les gens ne se demandent même pas que deviennent les excrétas lorsqu'on finit de vidanger les toilettes. Donc, mais maintenant, ça aussi, ça peut contribuer à produire donc, des engrais organiques. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas encore à l'étape de la valorisation. Il y a des études qui vont pouvoir faciliter ça, mais je pense que c'est important qu'on arrive à fabriquer des engrais organiques. Nos parents connaissent bien cette technique-là. Les gens fabriquaient du compost derrière la maison et l'utilisaient pour du maïs et autres là. Donc je crois que c'est important donc, de revenir à cela. Aux bonnes pratiques et de pouvoir faire donc leur promotion. Moi, je pense que tout n'est pas perdu et nous, en tant que journalistes du secteur, on a cette responsabilité-là. De rappeler. Je me rends compte qu'on a davantage besoin de faire savoir, donc de mettre en lumière donc l'action donc des entrepreneurs donc qui choisissent donc de faire du jardin biologique ou bien de produits bio, parce qu'on a besoin vraiment de faire manger sain nos populations. Je le dis, et même pour le gouvernement, les pouvoirs publics, c'est que plus on fait la culture bio, plus on encourage les gens à fabriquer ou à produire du produit bio, plus on va avoir moins de malades dans les hôpitaux et plus notre gouvernement va faire des économies. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de maladies sont dues à la mauvaise donc, alimentation. Et nous avons cette responsabilité en tant qu'acteur des médias de pouvoir donc informer et d'amener les populations à faire le lien entre les maladies qu'ils ont et ce qu'ils consomment. Je crois que c'est un chantier qui est ouvert là pour nous et nous allons au niveau du réseau pouvoir développer des actions pour mieux informer le public et
Donc encourager le gouvernement à soutenir donc ceux-là qui font la culture biologique. Vous remarquez aujourd'hui que quand même les acteurs des médias s'époumonnent pour rien face à la préservation de la nature, vous voyez? Oui, bon, je crois que, comme je le dis, si nous n'avons pas, la motivation, je crois qu'on aurait baissé les bras. Mais je pense quand on comprend les enjeux, oui. Je crois on a cette responsabilité-là de ne pas baisser les bras. Et je dois dire aussi qu'un effort est fait au niveau des pouvoirs publics pour accompagner ce talent-là, mais c'est pas encore suffisant comme on aurait voulu que ça se passe comme d'autres pays autour de nous. Ce n'est pas encore ça. Et comme je vous l'ai dit, nous devons travailler. Vous revenez par exemple du Gabon, que les journalistes gabonais sont intéressés par la protection de la nature. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a évolué par rapport donc à la spécialisation donc des journalistes dans ce secteur-là. C'est un secteur qui commence à gagner des cœurs. Okay. Donc je crois que d'ici 10 ans, je pense qu'on aura parce que les défis environnementaux sont là, avec ce qui s'est passé donc au Maroc comme en Libye et vous voyez un peu même en Europe, les inondations, les tremblements de terre et tout ça, on se rend compte qu'aujourd'hui qu'on a besoin, même au Bénin, vous avez vu ces 2-3 derniers jours, oui. On a eu 2 phénomènes qui, vous avez vu l'eau qui a envahi le bar Club des Rois. Tout à fait. Les populations ont besoin de ça. La mer avance. Quoi qu'on dise. Oui, mais c'est des choses qu'on a déjà, on a donné des alertes, ça fait longtemps. Aujourd'hui, par exemple, par rapport à ce phénomène-là, ce qui est arrivé, il faut pouvoir expliquer aux populations avec donner la parole aux spécialistes, aux océanographes qui sont déjà, je crois, allés sur le terrain. Est-ce que ce phénomène-là va se reproduire pour qu'ils expliquent? Est-ce que vous voyez? Mais ce qu'on sait, c'est clair que le Bénin... Parce que ça peut venir à un moment où il y a du monde. Il y a du monde. Maintenant, l'autre chose aussi, où on a vu à Ouida, il y a une baleine qui a échoué là. C'est déjà arrivé aussi. Donc, pouvoir sensibiliser les gens, parce que quand ça arrive souvent, les gens ils vont couper et puis ils se partagent, ils prennent la viande, ils consomment alors qu'ils s'exposent donc aux maladies. Donc, on a besoin d'apporter donc une information fiable et crédible aux populations pour que les gens ils puissent savoir comment se comporter, même par rapport aux inondations et autres. On ne va pas continuer dans un contexte où nous vivons donc le changement climatique à construire les maisons comme on le fait aujourd'hui. Donc je crois que c'est important et c'est là où et les gens continuent de vendre les bas-fonds. Absolument. De vendre les bas-fonds parce qu'on veut forcément résider à Cotonou. Résider à Cotonou. Oui. Et quelqu'un a posé par rapport à FIFAG et autres là. Les zones humides ne sont pas à occuper. Si nous détruisons tout ce que nous avons comme zone humide, c'est que nous sommes en train de préparer notre disparition aussi. Parce que c'est les zones humides qui nous permettent de vivre. On a parlé de l'accès à l'eau. Si nous détruisons tout ce que nous avons comme zone humide, c'est clair que nous allons manquer l'eau. Donc c'est important aux gens d'expliquer aux populations la nécessité. Et ces zones humides sont connus, ce sont des sites Ramsar, on les connaît, donc, et en principe, on ne devrait pas encourager l'installation des populations au niveau de ces zones humides-là. Parce que si vous installez dans la zone humide, c'est clair que, bon, voilà, vous allez être envahi d'eau, parce que vous prenez la place de l'eau, et donc à partir d'un certain moment, ça va être difficile la vie là. Donc je crois que, mais aussi, si nous voulons continuer à vivre à Cotonou, puisque nous sommes sur Radio Cotonou, oui. C'est clair que nous devons, je dis toujours qu'il faut respecter la nature, il faut respecter l'eau. Nous devons travailler à ne pas occuper les couloirs donc, de l'eau, et à laisser circuler l'eau. Si nous voulons vivre en paix. L'eau a son couloir naturel. Les couloirs naturels de l'eau, il faut on doit pouvoir les étudier, les connaître, les libérer si possible. On les connaît. Oui. On les connaît. Et le problème que nous avons, c'est que pendant longtemps, on a laissé donc, les populations s'installer au niveau de ces couloirs naturels. Et aujourd'hui, l'eau se cherche d'autres issues. Donc en réalité, c'est ce qui se passe. Donc, si nous travaillons à corriger cela, c'est que les gens vivront en paix avec la nature. Donc, c'est nous qui avions désorganisé, déséquilibré tout ce qui est là, et aujourd'hui, nous sommes victimes de ce que nous avons créé. Mais je pense que dans cela,
c'est à nous, il nous revient en tant que journalistes dans le secteur, de pouvoir continuer à sensibiliser les gens sur la nécessité vraiment que le Cotonois, que le Béninois puisse changer sa relation qu'il a avec la nature. On a pendant longtemps pensé que c'est gratuit de détruire ou de dégrader donc l'environnement, mais aujourd'hui nous vivons donc ces conséquences-là, et ça va être dramatique si nous continuons à ne pas respecter cet équilibre qui pendant longtemps nous permet, nous en tant qu'êtres humains, de continuer à vivre, que nous-mêmes nous faisons partie de la nature, et si nous voulons continuer donc à bénéficier des services donc écologiques, c'est que nous devons travailler à préserver tous les écosystèmes. Ce n'est pas encore le cas, et je pense que nous avons cette responsabilité énorme de pouvoir donc contribuer au respect et à la préservation des écosystèmes. Alors, l'implication réelle des journalistes, des acteurs des médias dans la lutte contre la protection de la nature, vous avez de l'espoir? J'ai beaucoup d'espoir. Oui. Comme je l'ai dit, une évolution en termes de qualité, en termes de quantité par rapport à la couverture donc, de ces sujets-là. Aujourd'hui, je crois que ce qui reste, c'est de pouvoir davantage de faire des productions de bonne facture qui contribuent à éclairer donc les décisions qui sont prises donc au niveau des pouvoirs publics, d'amplifier donc les expériences innovantes que les ONG font, et pour que effectivement on puisse passer à l'échelle par rapport à ces expériences éparses qui sont faites, et d'alerter aussi les pouvoirs publics sur les problèmes que nous vivons. Nous avons vu aujourd'hui, par exemple, à travers votre émission, que sur la question donc de la production biologique, il y a les gens n'y croient pas, il y a des défis qui sont là. Et sur la question aussi de la problématique de l'utilisation abusive et incontrôlée des engrais chimiques, je crois que c'est des défis auxquels on doit faire face si nous voulons véritablement continuer à préserver notre environnement. D'accord. Merci beaucoup à vous. Votre mot de fin pour clôturer donc cette émission. Je salue, merci à Radio Cotonou. Je crois que ce n'est pas toujours... on contribue à donner la parole aux acteurs, mais nous, en tant qu'acteurs des médias, on n'a pas souvent cette chance-là de parler de nous-mêmes. Je voudrais féliciter et encourager donc tous les membres donc du RAMEC qui ont choisi de porter la cause donc de l'environnement. Ce n'est qu'un début. Je dis toujours que tant que nous n'avons pas nous n'avons pas l'impact souhaité, c'est que nous devons continuer donc à travailler. Et nous rassurons donc les uns et les autres que le travail que nous allons continuer, que nous avons commencé, nous allons le poursuivre pour que effectivement on puisse vivre en harmonie avec notre nature, pour que nous puissions aussi laisser une terre vivable à nos enfants et à ceux qui vont venir bien après, parce que la question du développement durable, ce n'est pas la question donc des Nations Unies. Et aujourd'hui, face au changement climatique, nous devons revoir notre mode de vie, notre mode de production, et même notre façon donc de penser. Et pour ça, nous avons encore du travail. À vous, Monsieur Alain Tosounou, vous êtes journaliste spécialiste eau et environnement et président du réseau des acteurs des médias pour l'eau, l'environnement et le climat RAMEC. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur Franc Palais pour défendre à nouveau la nature. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci aussi à vous pour l'écoute et merci à ceux qui ont pu appeler pour participer à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikwe et à la présentation Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de journée dominicale à vous.